La nuit est posée comme une couverture légère, et nous avançons doucement. Il y a un souffle tiède à la fenêtre, lointain, presque marin. Nous imaginons une île longue et feutrée, posée entre brume et craie, avec des falaises blanches qui boivent la lumière et des prairies où l'herbe s'incline comme une marée verte. Au loin, des cloches frappent des heures rondes, puis tout redevient lent. Nous marchons sans hâte le long d'une rive tranquille, là où l'eau et la pierre conversent en petits chuchotis. Les pas se font réguliers, presque un métronome pour le sommeil. Ici, l'Angleterre ressemble à un livre ouvert, dont les pages craquent doucement. Elles parlent de saisons, de vents, de chemins creux, de rivières aux lits bruns et patients. Elles parlent aussi de maisons basses, de toits de chaume, de murs en pierre sèche qui gardent la mémoire des mains. Chaque page promet un geste simple: allumer un feu, partager du pain, écouter la pluie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si ces histoires brèves racontées calmement te plaisent, pense à t'abonner et à laisser un like. Dis-moi en commentaire d'où tu écoutes et quelle heure il est chez toi. Merci. Notre voyage suivra une ligne douce, du temps profond où la glace sculptait les vallées jusqu'aux villes d'aujourd'hui aux quais animés. Nous verrons les premières communautés, les pierres levées, les chemins de craie et les barques cotisant la marée. Nous longerons l'avenue de Rome et de ses routes, les royaumes anglo-saxons, les marchés médiévaux, puis les ateliers qui ronronnent près du charbon. Nous écouterons comment naissent les lois, comment la foi change, comment l'imprimerie, le théâtre, puis la machine élargissent l'horizon. Et, à la fin, nous poserons ce long fil sur l'oreiller pour en garder une chaleur discrète. Pour l'instant, restons encore dans ce prologue. Fermons les yeux et laissons le paysage parler. La craie blanche des falaises, fragile mais fière, veille à l'est comme une ligne claire. Les landes soufflent une odeur de terre et de mousse. Dans un village, une auberge éteint ses lanternes. La porte grince doucement puis se referme, et la nuit reprend ses droits. Peu à peu, nous entendons la présence des siècles comme un léger remous dans l'eau. Des sentiers se tracent, se croisent, se superposent. Chaque pas d'hier a laissé un signe, un mot sur une pierre, un fossé, une haie. Nous allons les suivre sans forcer, juste au rythme de la respiration. Au fil des chapitres, l'Angleterre nous apparaîtra non comme une suite de bruits et de tumultes, mais comme une succession de gestes utiles, de marchés du matin, d'écoles au plafond bas, de ports où l'aube dilue le sel. Alors, si tu es bien installé, nous allons tourner la page. L'air frais passe, la fenêtre s'embue un peu, et une lumière très pâle s'étire sur la rive. Bientôt, nous irons très loin, en arrière, là où les îles se dessinent, où la mer desserre puis resserre son étreinte, où la pierre parle la première. Pour l'instant, restons au bord, immobiles, à écouter ce silence qui rassure et qui prépare. Avant de rencontrer des villages et des rois, il y eut la longue main de la glace, puis l'eau patiente. Les anciennes glaciations ont lissé des collines, creusé des vallées, laissé des moraines comme des bourrelets de pierre. Quand la glace s'est retirée, la mer est venue, parfois timidement, parfois avec ampleur, traçant des estuaires où la lumière rebondit sur la vase brillante. Des rivières, futures artères de l'île, se sont mises à serpenter. Au sud, un large fleuve descend vers un estuaire paisible. À l'ouest, un autre se glisse entre des collines arrondies. L'Angleterre se forme ainsi, grain par grain, sous un ciel changeant. Nous avançons doucement dans ce temps sans horloge. Les craies du sud deviennent des falaises, offertes comme des pages blanches aux vagues. Les roches plus anciennes, au nord et à l'ouest, se soulèvent en dorsales sobres, tapissées de bruyères. Le sol, tantôt argile, tantôt grès, tantôt craie, décide déjà des usages à venir. Ici, pâturage. Là, champs céréaliers. Ailleurs, bois taillis. Cette diversité explique plus tard la variété des métiers, des maisons, des goûts. Elle fait de l'île un patchwork de terroirs, chacun avec sa cadence et son souffle. Pendant ce temps, le climat se réchauffe, les forêts avancent, puis reculent comme des marées végétales. Le niveau des eaux monte peu à peu, séparant la terre de ses voisins continentaux. Là où il y eut un pont de plaine basse,
Il n'y a plus que des bancs de sable et une mer changeante. Cette séparation n'est pas seulement géographique, elle façonne la mémoire. Vivre entouré d'eau invite à la barque, au filet, à l'attente des marées, mais aussi à la prudence, à l'observation du ciel. Cela donnera plus tard une culture tournée vers les côtes, les ports, les phares, les rythmes de la houle. Les rivières deviennent nos guides. Elles déposent des alluvions, rendent la terre fertile et ouvrent des couloirs de circulation douce. Sur leurs berges, les hommes plus tard poseront des campements, puis des villages, puis des marchés. Les collines servent de repères, de lignes de vue, de lieux d'écoute. Sur certaines, on dressera des talus, des enceintes, peut-être d'abord pour les bêtes, peut-être aussi pour les personnes. La pierre est partout, pour marquer, pour encercler, pour aligner. Elle rassure, elle tient, elle garde. Au fil des millénaires, la mer sculpte des criques sûres et des plages longues où l'on peut tirer des embarcations. Des falaises s'effritent, et dans cette lente chute naissent les galets qui roulent comme des perles froides. Des caps se détachent, des promontoires se font vigie naturelle. L'île devient une suite de scènes, des marais aux oiseaux bas, des estuaires aux reflets nacrés, des plateaux vantés où l'on voit très loin. Chacune de ces scènes invitera un usage. Pêche de rivage, sel, pâturage, culture, troc. Ce décor, façonné par vent, eau et pierre, prépare la suite. Il offre des couloirs et des abris, des frontières souples, des invitations au voyage, bref. Cela compte pour la suite de l'histoire, car les institutions, les échanges, les croyances vont souvent suivre la géographie. Là où l'on se réunit facilement, on délibère mieux. Là où l'on passe aisément, les idées circulent. Là où l'on observe le large, l'esprit se tourne vers l'ailleurs. Bientôt, dans ces clairières et sur ces promontoires, nous verrons paraître des feux, des outils polis, puis des pierres levées qui donnent au paysage un rythme humain. Ici commencent les gestes humains visibles, lents et réguliers. Des groupes s'installent près de l'eau, car elle donne tout. Boissons, poissons, transport, et un miroir pour le ciel. Les forêts sont denses, mais des clairières s'ouvrent, en partie grâce au feu, en partie grâce au temps. Peu à peu, on cultive des céréales simples, on garde des troupeaux, on polit des haches qui brillent comme l'aube. La journée se règle sur la lumière, la marée et le trajet jusqu'au point d'eau. Sur des crêtes et des plaines, des alignements de pierres apparaissent. Ils ne crient rien, ils indiquent, doucement. Certains forment des cercles, d'autres des avenues, de blocs qui mènent vers un point du ciel. Nous n'avons pas besoin d'énumérer des noms. Ce qui importe ici, c'est le geste. Tailler, transporter, dresser, aligner, puis se rassembler. Ces lieux servent peut-être à compter les saisons, à marquer les passages, à relier la communauté autour d'une mémoire commune. Dans la pierre figée, il y a une promesse de retour. Le solstice reviendra, la moisson aussi. La vie quotidienne s'enroule autour de quelques besoins simples. On moude le grain, on cuit des galettes, on fume le poisson, on répare des paniers en osier. Les maisons, basses et rondes, tiennent bien contre le vent. Les sentiers passent de ferme en ferme, bordés de haies qui protègent les champs et canalisent les bêtes. Au fil des années, un paysage bocagé naît, avec des limites plus stables. Cela apaise les trajets, facilite l'entraide, ancre la mémoire des familles. L'enfant connaît les arbres un par un, et l'adulte sait lire le ciel. Pendant ce temps, les échanges s'éveillent. Par rivière et par mer côtière, des objets circulent. Perles, haches polies, venues de carrières lointaines, poteries aux motifs sobres. Les embarcations suivent les rives comme on suit une ligne de main. Des idées voyagent avec les objets, manière de bâtir, de cultiver, de compter. Un partage s'invente. On pèse les dons, on établit une réputation, on apprend à accueillir et à se faire accueillir. La confiance devient une ressource aussi précieuse que le sel. Peu à peu, des enceintes de terre et de bois marquent des hauteurs. Sont-elles des refuges, des lieux de rassemblement? Souvent, un peu des deux. On y garde des réserves, on y célèbre des moments de l'année, on y annonce des décisions. La communauté s'habitue à discuter, à décider qui veille, qui répare, qui part au troc.
C'est là que naissent les premiers réflexes d'organisation qui compteront plus tard. Écouter, arbitrer, noter avec des traits, tenir parole. La société se tisse dans ces petites décisions répétées. Ces premiers siècles laissent une empreinte profonde. L'habitude de composer avec la mer, de lire les pierres, d'accueillir les saisons comme un calendrier vivant. Ils montrent que l'histoire n'est pas faite seulement d'événements rares, mais de routines utiles, de repas partagés, de foi dans le retour de la lumière. Cela comptera quand d'autres arrivées changeront les habitudes, de nouveaux outils, de nouvelles langues, de nouvelles cartes du ciel. Pour l'instant, restons auprès du feu clair, écoutons le vent passer sur la haie et laissons la nuit se poser comme un manteau doux sur la clairière. Un matin clair, des enseignes dorées se reflètent collées sur l'eau d'un estuaire et des pas mesurés avancent depuis une plage de galets. La mer a livré des ingénieurs, des arpenteurs, des bâtisseurs. Sans se presser, ils tracent des routes droites qui s'étirent comme des rubans tendus entre collines et marais. Sur ces axes, le courrier file, les marchandises le suivent, et l'on sait presque à quelle heure un messager passera au relais. La pierre prend une nouvelle voie. Bornes miliaires, ponts sobres, villas aux mosaïques où des scènes de vendanges gardent la chaleur. Dans quelques vallées, de petites villes s'installent. On y trouve un forum, des bains, des ateliers de potiers et de forgerons. L'eau tiède des thermes détend les épaules des voyageurs, la vapeur flotte, légère, et les murs gardent l'écho des conversations. Les marchés offrent du sel local, du vin venu d'ailleurs, des lampes à huile qui éclairent d'une flamme douce. Les artisans apprennent à lire les demandes nouvelles, tuiles régulières, mortiers résistants, vaisselle fine. Peu à peu, un rythme urbain simple s'ajoute aux habitudes rurales. Les campagnes, elles aussi, changent sans se brusquer. Des domaines se dessinent autour de maisons en dur. On draine, on plante, on segmente les parcelles avec plus d'assurance. Des céréales roulent dans les greniers, des troupeaux pèsent sur des terres partagées entre anciens et nouveaux voisins. Des dieux locaux se mêlent à des dieux venus de loin. Des hôtels portent des inscriptions claires, comme des cartes de visite posées près de la route. La présence romaine, c'est aussi une manière de tenir les comptes, d'écrire un contrat, de régler un litige devant quelqu'un qui note. Pendant ce temps, les rivières restent les vraies artères. Des barges glissent, chargées de pierres, d'étain, de peaux. Les ports s'organisent, même modestes, avec des appontements en bois et des entrepôts où l'on sent à la fois le goudron, la laine et la pluie. On paie des taxes simples, on compte les cargaisons, on apprend la ponctualité des marées. Les villes s'éclairent d'ailes de lanternes à la tombée du jour, et les cloches métalliques des ateliers se taisent d'un coup, laissant un silence rond comme un bassin d'eau claire. Ce monde tient par des habitudes autant que par des murs. Les routes permettent aux idées d'aller aussi vite que les mules, mesurer, écrire, soigner, planifier. Cela laisse une mémoire tenace. La notion qu'un chemin peut unir des gens très différents, qu'un bain public peut rassembler, qu'une règle écrite peut apaiser. Quand la tutelle lointaine se relâchera, ces traces resteront comme des lignes sous-jacentes. Elles compteront, car elles ont appris aux habitants à composer avec des horizons plus larges, à imaginer leur île non pas isolée, mais reliée, rive après rive. Lorsque les garnisons se font plus rares et que les relais se taisent, d'autres routines prennent place. Des groupes venus des rivages du nord de l'Europe abordent par vagues espacées. Ils cherchent de la terre, du pâturage et un avenir stable. Les langues se mêlent, les toits changent de forme et l'on voit des salles communes, longues, où l'on se réunit autour d'un foyer. Les vallées se réorganisent dans petites unités liées par la parenté, le travail et la réputation. Peu à peu, de nouveaux royaumes se dessinent, comme des tesselles sur une mosaïque, chacun avec sa cour, ses lois coutumières, ses assemblées où l'on parle debout. On n'empile pas les noms, on regarde plutôt la manière, on débat, on pèse l'honneur et l'amende, on cherche à réparer plutôt qu'à s'enfermer dans la rancœur. Les routes romaines, encore là, servent de fils discrets entre ces noyaux. Dans les villages, on file la laine, on tourne la meule, on entretient des clôtures de bois qui craquent doucement au vent. Les monastères deviennent des phares de calme.
Bâtis près de l'eau ou sur une hauteur, ils rythment les journées par la cloche et la lecture. On y copie des textes sur des peaux lisses, on peint des lettres comme des petites fenêtres colorées. On enseigne à compter, à chanter, à tenir des annales. C'est une mémoire, réglée par les saisons et les fêtes. Autour, les champs sont soignés, les vergers taillés, les herbiers ordonnés avec patience. L'hospitalité y est une règle. Voyageurs, pauvres, messagers, trouvent un banc, une soupe, une couverture. La foi, qui se diffuse par prêche, gestes et exemples, change des habitudes discrètes. On met de côté un jour pour le repos, on baptise près d'une source claire, on célèbre des mariages sous la lueur des chandelles. Une idée s'installe. Au-delà du village, il existe une communauté plus large, même si on ne la voit pas tous les jours. Cela apaise les peurs et donne des mots communs pour dire la faute, la promesse, la paix. L'écriture en langue locale, qui se développe peu à peu, attache les sons à la page et laisse aux générations suivantes des poèmes, des lois, des listes de lieux. Cette période vaut par son tissage lent. Les institutions, modestes, s'assemblent. Conseils, serments, coutumes notées. La terre, déjà, porte les noms de familles, de ruisseaux, d'arbres. Les marchés réapparaissent au carrefour, avec du sel, des pots, des anneaux d'alliage clair. Tout cela prépare l'idée qu'un royaume peut être plus qu'une bande de guerriers, un espace d'habitudes partagées, de justice, de foi et de travail utile. Quand la mer présentera de nouveaux visiteurs, ces fondations donneront de l'élasticité, de quoi accueillir, négocier et parfois fusionner. Un matin de brume, des silhouettes fines glissent sur des coques allongées. Elles suivent la ligne des côtes, entrent dans les estuaires, remontent les rivières comme si elles lisaient une carte écrite sur l'eau. Ces marins savent compter les vagues et écouter le vent. Ils viennent commercer, s'établir parfois, et laissent leur marque dans les mots, les outils, la manière de construire un quai. Leur présence s'ajoute à la trame, comme une teinte nouvelle dans une laine déjà riche. Des bourgs grandissent presque près des ports. Les quais s'allongent, renforcés de pieux bien serrés. Les marchés s'élargissent avec de l'ambre, du cuir bien tanné, des étoffes serrées, de l'argent pesé sur de petites balances. Dans certaines villes, on frappe des pièces, signe d'une économie qui aime l'exactitude. On apprend à tenir des comptes, on marque la qualité par des poinçons clairs. Les barques locales et les navires venus de loin se croisent, échangent des salutations simples, puis repartent quand la marée tourne. Dans les campagnes, la vie suit son rythme, mais les influences voyagent. Des fermes adoptent des outillages efficaces, des fermetures de portes en fer, des serrures plus sûres. Des mots du Nord entrent dans la langue du quotidien. Des termes pour la famille, pour la ferme, pour le ciel. Les assemblées locales ajustent les règles afin que les voisins d'origines différentes puissent trancher un litige sans s'aigrir. On écrit des accords, on trace des limites sur des haies, on jure sur des objets tenus précieux par tous. Les villes portuaires deviennent de petites écoles de tolérance pratique. On y parle plusieurs idiomes. On apprend à négocier avec le sourire, à rendre la monnaie, à promettre une livraison à la fin de la lune. La sécurité se gagne par la réputation. Livrer à l'heure, peser juste, respecter le repos de chacun. Des églises s'élèvent en bois puis en pierre, et leurs cloches couvrent un instant les bruits du chantier naval. À la brume du matin répond la lueur du soir, quand les lampes s'allument en chapelet le long des quais. Cette phase compte moins par ses chocs que par ses mélanges. Elle rappelle que l'île, tournée vers la mer, devient solide quand elle sait accueillir, filtrer, adapter. Des lois naissent du besoin de vivre ensemble, pas seulement de la force. Les habitudes commerciales enrichissent les villages de l'arrière-pays, car les routes vers les ports sont aussi des routes pour les idées. Plus tard, un pouvoir plus central se redessinera. Mais l'habitude des marchés, des bateaux, des mots partagés restera, comme un bruit de fond apaisant, pareil au ressac sur une rive de galets. Le rivage paraît calme, mais une nouvelle manière d'organiser la vie arrive par la mer. Des navires aux voiles serrés choisissent une fenêtre de temps, avancent en enflot doux et touchent à la plage quand la marée le permet. À leur tête, un chef décidé apporte non seulement des hommes, mais une méthode,
consigner, mesurer, répartir. Dans les semaines qui suivent, des bannières claquent, des serments sont demandés, puis la terre est distribuée selon des liens, dommages clairs. Ce n'est pas seulement une prise, c'est un système qui s'installe. Peu à peu, la pierre se dresse avec une vitesse surprenante. Des châteaux de bois qui montent vite deviennent des tours carrées en pierre, posées sur des mottes soignées. Ils veillent en des vallées, gardent des ponts, observent les marchés. Leur but n'est pas d'écraser le quotidien, mais de le rendre prévisible. On sait où payer la redevance, à qui demander justice et quel chemin suivre en cas de souci. Autour de ces points solides, des bourgs se fixent avec des maisons serrées, des fours partagés, des halles qui abritent le troc quand il pleut. La langue des nouveaux maîtres entre dans la vie courante. Elle ajoute des mots pour le droit, la cuisine, l'architecture. Dans les cuisines, on marie peu à peu les goûts. À la table des seigneuries, on sert des sauces plus onctueuses, on essaie des herbes nouvelles. Dans les contes, on pèse avec soin, on écrit des listes, on scelle des actes avec de la cire chaude. La terre est cartographiée par des scribes attentifs qui parcourent champs, moulins, vergers. Ils notent qui possède quoi, combien de bêtes, combien d'arpents, comme s'ils éclairaient la carte du pays avec une lampe régulière. La foi garde son rôle de ciment. De grandes églises en pierre s'élèvent, sobres et puissantes, avec des arcs massifs qui donnent l'impression d'une grotte claire. Les journées des moines suivent toujours la cloche, mais les écoles s'organisent de mieux, et la musique des offices gagne en richesse. On bâtit en carreaux de pierre bien taillés, on sculpte des chapiteaux où des feuilles s'enroulent comme des vagues. Les pèlerinages attirent des foules paisibles qui trouvent le long des routes des ponts stables, des hôtelleries, des bancs pour le repos. Pour les gens ordinaires, la vie reste faite de champs, de laine, de marchés. Mais le cadre se renforce. Poids, mesures, péages, tribunaux. La sécurité des routes s'améliore et les marchands osent des trajets plus longs, sachant qu'un seigneur local tient à sa réputation. La mer, elle, reste une compagne exigeante. On la respecte, on la lie, on la traverse avec prudence. Ainsi, un royaume naît moins par des gestes éclatants que par des habitudes fiables. Un soir, dans un bourg, les cloches sonnent la fin du marché. Les portes se ferment et le calme s'installe. Le royaume, désormais, respire d'un souffle plus régulier. Dans les campagnes, on voit la silhouette des châteaux au loin, comme des phares de pierre sur des collines rondes. Autour, des forêts deviennent domaines royaux, avec des règles simples. Certains bois sont réservés, certaines clairières sont ouvertes. Les gardes veillent au chemin, non pour punir au hasard, mais pour garder un ordre utile. Cette organisation touche tout le monde. Le charbonnier qui veille à ses meules, le bûcheron qui compte ses stères, le paysan qui mène ses porcs au gland tombé des grands chênes. Les villages vivent au rythme de la cloche et de la saison. On laboure au début de l'automne, on sème avant que la terre ne se referme, on moissonne quand les pis penchent. Les champs sont souvent ouverts, partagés en grands blocs, et chacun sait la bande qui lui revient. On se retrouve au moulin pour faire chanter la roue, à la fontaine pour remplir les seaux, à l'église pour marquer les passages de la vie. Les enfants apprennent très tôt à garder les oies, à ramasser du bois sec, à lire la météo, rien qu'en regardant le vent sur la haie. Les marchés hebdomadaires sont une respiration. On y vend des pains au croûtage doré, des fromages aux odeurs franches, de la laine cardée, des peaux vernissées. Les nouvelles circulent avec les marchandises, qui a marié sa fille, qui a réparé son toit, qui a vu un loup au bord du bois. Des foires plus grandes rythment l'année. Elles rassemblent des gens venus de loin, avec des étoffes fines, des épices rares mesurées sur des lames de couteau. Ces moments créent de la confiance. On se serre la main, on promet, on tient. La justice locale s'appuie sur l'expérience. Des jurés du voisinage sont invités à dire ce qu'ils savent. L'idée est simple. Ceux qui connaissent les chemins, les limites, les familles, aident à trancher. Les seigneurs eux-mêmes tiennent à être perçus comme justes, car leur paix vaut plus cher que la peur. Il y a des règles pour traverser un pont, peser une miche, prêter une vache. Cette précision peut sembler lourde, mais elle sécurise la vie ordinaire. Le soir, on ferme les volets, on souffle la lampe,
et l'on sait que demain suivra un plan connu. Les forêts royales, souvent vues comme lointaines, servent aussi d'école de mesure. Quels arbres couper, quelles bêtes laisser en paix, quand entrer, quand sortir. Elles protègent des sources, gardent des sols contre l'érosion, offrent du gibier aux tables de fête. Mais elles rappellent surtout que la terre a des limites et que l'usage raisonnable vaut mieux que l'excès. Ce souci, discret mais constant, posera plus tard des bases pour une vision commune des biens partagés. Un monde de pierre, d'eau et de règles s'est installé, assez stable pour que les familles se projettent, plantent des vergers et rêvent de toits plus solides. Au fil des années, l'organisation s'épaissit et devient plus lisible. Les tribunaux itinérants parcourent les comtés, notent, comparent, enregistrent. L'idée de loi du royaume prend corps au-dessus des coutumes locales. Cela ne signifie pas effacer les différences, mais relier, trouver un langage commun pour les contrats, les héritages, les dettes. Les juges observent, posent moi des questions simples et s'appuient en est sur des jurés qui connaissent pour la terre, les chemins, les voisinages. La justice gagne en prévisibilité, ce qui rassure les marchés comme les foyers. Dans ce cadre, des tensions apparaissent parfois entre le pouvoir central et les grands seigneurs, mais l'enjeu réel est la stabilité du quotidien. Les marchands demandent des garanties sur les péages, les paysans sur les redevances, les villes sur leurs franchises. Peu à peu, on met par écrit ce que chacun attend de l'autre. Une charte bien scellée vaut une poignée de main élargie à tout un territoire. Elle dit que personne n'est au-dessus de certaines règles, que la mesure doit être juste, que la prise de décision doit écouter des voix diverses. Un jour, une charte plus large que les autres est fixée par des sceaux multiples. Elle ne résout pas tout, mais elle installe une idée solide. Même le plus puissant doit s'inscrire dans une trame de droit. Des clauses précisent les taxes, la garde des forêts, la protection des villes, la manière d'être jugé. Cette mise au clair apaise les routes. Les convois roulent avec plus d'assurance. Les foires attirent davantage. Les portes sentent le goudron neuf et la corde bien tressée. Les cloches des bourgades sonnent avec un peu plus d'entrain, comme si l'air lui-même pesait moins. La vie des gens ordinaires reflète ces avancées. Un marchand peut prévoir son crédit. Un paysan sait à quoi s'en tenir quand il transmet ses terres. Les universités naissantes rassemblent des esprits curieux. On y lit, on y commente, on y discute dans des salles fraîches où la pierre garde la voix. Les guildes règlent les apprentissages. Combien d'années pour devenir maître? Comment garantir la qualité d'un pain, d'un drap, d'un fer? Cette culture de la règle a un effet calme. Elle stabilise sans étouffer. Elle protège sans enfermer. Rien n'est parfait, mais l'Angleterre apprend à se gouverner par l'écrit, la délibération et l'équilibre. Les jurys donnent un ancrage local à la justice, les chartes installent un horizon commun, les villes s'affirment sans renier les campagnes. Le soir, au bord d'un pont, on pourrait entendre le bruit égal de l'eau passant sous les arches, image d'un droit qui s'écoule, patient, contournant les pierres, avançant toujours. Cette habitude de clarifier par des textes, de chercher le consentement, restera une force tranquille, prête à accompagner les siècles suivants. Les routes se remplissent poicto quand la brume est encore posée sur les haies. Des charrettes grincent doucement, chargées de sacs de grains, de rouleaux de draps, de paniers d'œufs. Au bout du chemin, un bourg dresse son clocher de pierre sobre. Au pied, la halle de bois attend l'ouverture des étals. Les cloches marquent l'heure, et tout le monde connaît la cadence. Déplier une toile, vérifier la balance, allumer un brasero pour tenir au chaud une soupe simple. Le marché n'est pas seulement un lieu d'achat, c'est une salle de nouvelles à ciel ouvert, où l'on échange des prix, des conseils, des histoires. Les guildes donnent une ossature au travail. Pour devenir boulanger, drapier ou forgeron, on passe par un apprentissage qui commence tôt. On observe, on répète des gestes, on apprend les secrets d'un pétrissage, d'une teinture, d'une trempe. Les maîtres garantissent pour la qualité. Leur enseigne atteste qu'ici, la miche pèse juste, que là le drap tient sa couleur après la pluie. Les statuts de ces guildes ressemblent à des pactes, protéger l'atelier, former les jeunes,
fixer des jours de repos, prévoir la solidarité en cas de coup dur. Cette organisation calme la compétition et permet à la réputation de faire son œuvre. Les foires annuelles apportent une autre échelle. Des marchands venus de loin plantent des tentes, ouvrent des coffres, déplient des étoffes brillantes. On compte avec des jetons, on signe de la cire, on note sur de la cire encore, puis sur du parchemin. L'argent circule, mais avec prudence, car un nom vaut autant qu'une pièce. Les hôtes du bourg préparent des chambres simples. On dort sous des toits en pente, avec le bruit de la pluie sur les tuiles comme une berceuse. Le lendemain, chacun retrouve sa place autour des tables où l'on pèse, coupe, emballe. Les villes grandissent brutes par cercles. Autour de l'église et de la halle, on trouve la ruelle des tanneurs, l'atelier des potiers, la cour des charretiers. L'eau court dans des canaux étroits, fait tourner des roues, entraîne des pilons. Les maisons se serrent, étage sur étage, avec des pignons qui se regardent. Les autorités locales, composées de notables élus, règlent la propreté, surveillent les poids et mesures, et veillent à l'entretien des ponts. Le soir, les lanternes s'allument, la pluie lave les pavés, et une odeur de bois mouillé s'élève des porches. Pendant ce temps, les campagnes alimentent ces poumons urbains. Les champs ouverts donnent du blé. L'élevage fournit laine et cuir, les vergers offrent des pommes qui finiront en boisson claire. Les liens entre ville et campagne sont réguliers. Ils passent par les mêmes chemins, les mêmes moulins, les mêmes marchés. Ce réseau de confiance, de pierres et de pas, fait tenir ensemble des vies différentes. Il rappelle que la prospérité n'est pas un éclat soudain, mais une habitude de bien faire, répétée, corrigée, transmise. Quand les cloches te taisent et que la brume retombe, la ville respire doucement, prête à recommencer. Un souffle lourd traverse l'île au milieu des années sombres. Les marchés se clairsement, les maisons se ferment, les cloches te sonnent plus souvent. Dans bien des rues, les pas se font rares. Les familles se replient, hésitent à voyager, réduisent les rencontres. Les conseils des bourgs fixent des règles temporaires, limiter les rassemblements, ventiler les halles, laver les mains à la fontaine. La peur circule, mais aussi l'entraide. Des repas sont laissés devant les portes, des voisins prennent des nouvelles à voix basse, de loin. Dans les champs, les rythmes se dérèglent, puis se réinventent. Faute de bras, on simplifie les cultures, on laisse reposer des parcelles, on déplace des troupeaux pour ménager les sols. Les propriétaires renégocient, parfois à l'avantage des tenanciers. La terre doit être tenue par quelqu'un et chacun le sait. Dans les bourgs, des métiers manquent et l'on forme plus vite, on paie mieux, on attire des gens d'autres vallées. Ce rééquilibrage reste discret, mais il compte. Le travail prend un autre prix, la mobilité s'accroît, l'idée de droit se diffuse avec les contrats révisés. La foi offre des gestes d'apaisement. On prie pour les malades, on soutient les veuves et les orphelins, on consacre un chant à la mémoire. Les processions deviennent plus sobres, les offices plus calmes. On parle doucement de destin et de prudence. On insiste sur la charité ordinaire. Partager du bois, prêter un âne, garder un enfant. Dans les monastères, on copie des textes de médecine et d'observation. On compile des remèdes de simples. On note des conseils d'hygiène. Les cloches, encore une fois, donnent un rythme et rappellent que la communauté existe, même dispersée. Les villes ajustent leurs règles de salubrité. Nettoyer les ruisseaux, aérer les ateliers, déplacer les dépotoirs. Cela paraît technique, mais c'est une manière de reprendre prise. Les guildes organisent dans des caisses pour leurs membres en difficulté. La solidarité devient un outil concret, presque administratif. Au fil des saisons, la vie reprend une forme. Les marchés rouvrent, d'abord au ralenti, puis avec plus d'assurance. On apprend à vivre avec la mémoire de l'épreuve et à en tirer des habitudes utiles. Surveiller l'eau, espacer les étals, tenir des registres plus précis. Ce temps de crise, rude mais instructif, laisse des traces profondes. Il rappelle la fragilité des jours, mais aussi la force tranquille des liens. La société comprend mieux la valeur du soin, de la propreté, de la mesure. Elle découvre que des règles simples, expliquées calmement et acceptées, peuvent même protéger beaucoup.
Quand la pluie revient frapper les toits, le soir, on écoute ce bruit égal avec reconnaissance. La vie continue, pas à pas, avec une attention nouvelle portée aux autres, aux gestes sûrs, aux lumières qui rassurent au coin des rues. Au-dessus des marchés et des champs, les familles bien puissantes s'observent, s'allient, se disputent. 2 maisons, symbolisées par des fleurs claires, posent leurs prétentions sur le trône. Les chroniqueurs notent des dates et des noms, mais pour nous, retenons surtout les effets sur la vie ordinaire. Les bourgs veulent que les routes restent sûres, les villages souhaitent que les récoltes soient taxées avec mesure, les ports demandent que les échanges ne soient pas interrompus. Au milieu de ces ambitions, la machine du pays continue à tourner, grâce aux clercs qui écrivent, aux jurés qui tranchent, aux guildes qui tiennent. Les villes renforcent leurs murailles, non pour se couper, mais pour garantir la stabilité des affaires. Les cloches appellent à la délibération. Les conseils municipaux gèrent les stocks de grains, préparent des réserves de bois, entretiennent les ponts. Des messagers passent, porteurs de nouvelles, de lettres scellées, d'ordres parfois contradictoires. Les habitants s'habituent à comparer les promesses avec les actes, à mesurer la fiabilité des acteurs, plutôt que leur éclat. Cette maturité discrète fabrique une résilience. Même quand le sommet vacille, la base tient. Dans les campagnes, on privilégie la continuité. On sème, on élève, on répare. Les haies sont taillées, les fossés entretenus, les moulins huilés. Les fêtes du calendrier offrent des repères solides. Elles ne célèbrent pas des noms lointains, mais des saisons, des récoltes, des métiers. Les paroisses, avec leurs registres et leurs bancs, gardent une mémoire paisible. Naissance, mariage, décès, et aussi réparation de toits, achat d'une cloche neuve, plantation d'arbres le long d'un chemin. Le pays se raconte à travers ces petites lignes. Peu à peu, un compromis s'impose au sommet, et une nouvelle dynastie promet de réconcilier les branches. Pour beaucoup, l'essentiel est là, que la règle redevienne claire, que les taxes soient maintenant prévisibles, que la justice demeure accessible. La mer continue de battre les quais, les marchés reviennent à leurs habitudes, les ateliers reprennent leurs champs. L'État apprend à se présenter comme un garant des contrats. En échange, il demande fidélité et impôts raisonnables. Ce troc, simple en apparence, stabilise l'ensemble. Ce cycle de prétentions et d'accords a enseigné quelque chose d'utile, la valeur du consentement et la robustesse des institutions locales. Un trône peut changer de tête, mais la cloche de la paroisse sonne toujours l'angélus, le meunier ouvre la vanne à la même heure et le pont franchit la même rivière. Cette continuité rassure et permet bientôt d'aborder des transformations plus vastes, quand de nouvelles idées, venues des livres, des bateaux et des ateliers, proposeront d'autres chemins pour le royaume. Dans les rues des villes, de nouvelles enseignes apparaissent et les imprimeries réchauffent l'air avec l'odeur de l'encre. Des livres plus petits circulent comme de main en main. Ils tiennent dans la poche, se lisent à voix basse près d'une fenêtre. Au palais comme au presbytère, on discute de la place de la foi et de la couronne. Des décisions venues du sommet retentissent jusqu'au village. On réorganise les monastères, on réaffecte des terres, on confie des salles de prière à d'autres autorités. Cela bouscule des habitudes, mais l'on cherche surtout à maintenir la paix du voisinage. Les écoles grandissent autour de maîtres patients. On apprend à lire sur des textes courts, à compter avec des jetons, à écrire sur des tablettes lisses. Les universités, plus anciennes, accueillent des esprits curieux qui comparent nos nouvelles idées et anciennes autorités. Dans certaines villes, des collèges s'ouvrent, avec des cours réguliers et des bibliothèques claires où la lumière entre comme une eau tranquille. La langue évolue aussi. On traduit, on simplifie des formules, on cherche des mots qui touchent à la conscience et l'entendement. L'imprimerie donne à chacun la possibilité d'emmener la lecture chez soi, et cela change la manière de penser. Pendant ce temps, les campagnes ajustent leur travail. Des clôtures plus nettes redessinent des pâturages, des parcelles s'unissent ou se séparent selon les besoins. La laine, déjà importante, nourrit des ateliers qui cardent, filent, foulent. Les moulins tournent au bord de l'eau
et des teintureries donnent aux rivières un parfum de garance. Les marchés s'adaptent à cette économie de draps. On signe des contrats, on avance de l'argent sur des livraisons à venir. Ce mouvement tire des familles vers les bourgs, sans rompre le lien avec la terre. On reste attaché à la haie qui protège, à la pierre qui tient. La foi, désormais, se vit dans des formes nouvelles. Les offices mokaden changent de langue. Des chants simples remplacent de certaines pièces anciennes. Des églises reçoivent à Xakov des livres de prières fraîchement imprimés, avec des pages claires qui guident les gestes. Des conflits peuvent naître, mais beaucoup cherchent la mesure et la coexistence. L'autorité royale, attentive à sa propre stabilité, encadre, édicte, temporise. Pour les gens ordinaires, l'enjeu était que les cloches continuent de marquer les jours, que l'eau du baptême soit propre, que les registres tiennent bon. Au fil des règnes, la mer devient plus présente. Des navires reconnaissent des routes lointaines, rapportent des nouvelles de rivages inconnus, présentent de nouveaux produits aux étals, sucres rares, épices fines, bois dur. Cette ouverture agrandit l'imaginaire et encourage certains à tenter l'aventure. Les ports s'organisent avec des entrepôts, des calfatages soignés, des chantiers où les maillets battent un rythme régulier. La couronne, soucieuse de ses revenus, soutient ces entreprises, tout en veillant à l'équilibre intérieur. Ainsi, une époque de réforme devient aussi une époque d'études, de navigation et d'ordre administratif plus net. Au soir, les lampes des collèges brillent et sur la rive, un navire sans hâte gagne le large. Les rues de la capitale se couvrent d'enseignes peintes. Au-dessus d'un atelier de menuisier, une scie. Au-dessus d'un drapier, un pli de tissu bien tendu. Les théâtres, ronds ou polygonaux, s'ouvrent près de la rivière. On paie peu pour rester debout, un peu plus pour s'asseoir à l'abri. Des troupes jouent des histoires simples et profondes, famille, honneur, promesses, volte-face. La langue se fait souple comme un fil de fer bien battu. Elle unit public savant et artisan. Quand la cloche annonce l'ouverture, la foule se presse. Puis, au dernier vers, la lumière du soir reprend ses droits et chacun repart par les ruelles en pente. Dans les ateliers, l'habileté s'aiguise. Les horlogers règlent des ressorts fins. Les imprimeurs mettent en page avec une justesse presque musicale. Les cartographes gravent des côtes lointaines avec des traits délicats. Le pays apprend à décrire le monde avec précision, et cette précision devient un caractère. Les collèges d'arts et de métiers testent de nouvelles méthodes. Mesurer, vérifier, répéter. Les marchés veulent comme des produits réguliers. On met au point des normes, on note les défauts, on célèbre les réussites modestes. Les mains, la tête et le papier travaillent ensemble. La mer, elle, tire des lignes de commerce vers le large. Des compagnies s'organisent avec des chartes claires, des investisseurs, des ports d'attache. Des cargaisons de draps, d'étain, de sel et d'objets ouvragés partent, d'autres reviennent avec des denrées exotiques. Dans les ports, on entend le frottement des cordages, le pas des dockers, le choc sourd des tonneaux sur les planches. Des phares guident aller-retour lorsque la brume descend sur l'estuaire. La météo devient une science pratique. On lit le ciel comme un livre. On attend une fenêtre de vent. On calcule des routes. En même temps, la vie civique s'enrichit. Des cafés s'installent, des salles de lecture accueillent des journaux, des bulletins d'annonces. On y discute poliment des prix, des voyages, des nouvelles pièces au théâtre. Les idées circulent plus vite que les barges. Elles traversent le fleuve de table en table. Cette conversation continue apprend la nuance, la comparaison, l'écoute. Elle crée des ponts invisibles entre métiers et quartiers, entre rive et rive. Cette période montre que la culture, la technique et le commerce sont des sœurs patientes. Ensemble, elles donnent du souffle à la ville et au port. Elles relient la scène et l'atelier, la page et la cale. Dans la lumière du soir, les spectateurs sortent d'un théâtre, croisent des marins qui rentrent, et les salutations se mélangent. Le pays se reconnaît dans ce croisement calme. C'est un tissage de pas, de voix et de planches de bois, où chaque journée se termine par un rideau qui tombe et une barque qui s'éloigne doucement, vers l'aval. Quand une nouvelle maison royale s'installe, les questions anciennes reviennent avec des habits neufs. Qui décide, sur quoi, selon quelles limites?
Les assemblées réclament des garanties, des budgets votés, des règles claires. Le roi, lui, souhaite un respect entier et une marge d'action. Entre ces pôles, la société apprend à argumenter. Les juristes publiant, les prédicateurs expliquent, les imprimeurs diffusent des pamphlets sobres où l'on pèse les mots. Ce n'est pas seulement un choc de personnes, c'est une discussion sur la forme d'un pays. Dans les villes, la vie continue avec prudence. On garde des réserves, on tient des comptes, on vérifie ses contrats. Les compagnies commerciales veulent des règles stables, elles s'inquiètent des fermetures de ports, des taxes imprévues, des emprunts forcés. Les artisans, eux, voient la demande varier et s'adaptent avec souplesse. Réparer, transformer, proposer des pièces plus modestes quand l'argent se fait rare. Les paroisses maintiennent des gestes de solidarité, discrètement. Collecte pour les familles en difficulté, corvée pour entretenir un pont, visites aux malades. Les cloches gardent la mesure, même lorsque les voix s'élèvent ailleurs. Les idées de droit s'affinent. On discute de consentement, d'impôts légitimes, de liberté de conscience. Les assemblées se voient comme des gardiennes des usages et l'autorité comme une garante de paix. Les textes produits à cette époque ont des formules qui semblent simples. Elles posent cependant des pierres profondes. Elles disent que l'exception doit rester limitée, que la loi commune prime, que le désaccord peut se régler par la parole écrite et le vote. Cela forge une mémoire utile. Un pays peut être fort sans être bruyant, solide sans être raide. Pendant ce temps, la mer reste un terrain d'avenir. Des navires patrouillent, protègent les routes, escortent des convois. La priorité est claire. Assurer le passage des biens et des gens, maintenir l'ouverture vers le large. Les chantiers continuent de battre, les voiles sèchent au vent, les quais restent actifs. Même quand le débat est vif au centre, la périphérie travaille, et cette continuité sauve bien des vies. Dans les foyers, on parle à voix basse des événements. On lit des feuilles volantes, on compare des versions. On se fait une opinion sans éclat. La prudence domine, car chacun souhaite que l'eau continue de couler sous le pont et que la pierre soit réparée à temps. Peu à peu, des compromis s'esquissent, des limites se dessinent. L'idée d'un pouvoir partagé s'installe, non comme une concession, mais comme une méthode de paix. Elle deviendra un fil conducteur. Un pays qui apprend à se définir par des textes, des votes et des coutumes peut traverser des temps troublés en gardant le cap, comme un navire qui suit une lumière douce sur la rive. Le pays entre dans une période où les idées s'affrontent avec insistance. On débat de la place de l'Assemblée, du droit de lever l'impôt, de la liberté de culte. Dans les bourgs, les cloches continuent pourtant de marquer les heures. Au marché, on pèse la farine, on choisit des chandelles, on parle avec prudence. Les routes voient passer des convois de courriers et des patrouilles qui gardent les ponts. Chacun cherche un équilibre entre fidélité et conscience, entre obéissance et texte de loi. Les villes deviennent des lieux de discussion. Dans les salles de réunion et les arrière-boutiques, on lit des tracts sobres, on compare les arguments. Des officiers municipaux veillent à la sécurité, à l'approvisionnement, à l'entretien des fontaines. Les communautés religieuses demandent le droit de prier selon leur conscience. D'autres préfèrent une uniformité rassurante. Le pays apprend à gérer la diversité sans rompre la paix des rues. Les imprimeurs, très sollicités, composent des pages serrées qui circulent de main en main comme des cailloux plats lancés sur l'eau. Dans les campagnes, la vie agricole se poursuit avec des ajustements. On réserve des greniers, on planifie des ventes plus petites mais plus régulières. On entretient mieux les chemins pour échapper aux ornières. Les paroisses organisent des collectes pour les familles éloignées du bourg. On porte du bois, on partage des outils, on veille sur les animaux quand un voisin doit s'absenter. Ces gestes solidaires offrent une respiration à la société. Ils rappellent que la stabilité vient souvent d'en bas, du four banal qui fonctionne, de la meule qui tourne, du pont qui tient. Le Parlement, quand il se réunit, parle longtemps. On note les débats, on amende des textes, on tente de faire cohabiter la tradition et l'innovation. Les notions de responsabilité et de contrôle se précisent. On veut que les décisions importantes aient une base écrite, claire, stable. Dans les ports, l'activité continue, car la mer ne se soucie pas des disputes. Les marées imposent leur horaire.
Les chantiers navals frappent leur cadence régulière, les voiles sèchent, les phares guident. Au fil des années, le pays se fatigue des crispations. Des compromis provisoires sont cherchés, puis refaits, puis encore retentés. Les familles souhaitent un retour à un calendrier normal, impôts prévisibles, justice régulière, culte stable. Une expérience sans racines. Une société peut tenir si les règles sont compréhensibles et si les voix locales sont entendues. Quand la pluie vient au soir, on écoute son pas régulier sur la pierre et l'on espère des jours moins tendus. Cette période a rendu plus net le besoin d'un cadre partagé, où la parole pèse autant que le bâton, et où la lumière d'une salle de délibération vaut mieux que l'ombre des couloirs. Le pays retrouve une cour officielle, des cérémonies réglées, un calendrier plus prévisible. Les rues reprennent leurs habitudes, les boutiques réouvrent avec des enseignes repeintes, les artisans reprennent les commandes en retard. Dans les maisons, on aspire à des repas plus calmes, à des soirées de lecture autour d'une lampe. Les cloches sonnent de nouveau des fêtes, la musique revient dans les salons et les théâtres ranimés offrent des histoires où l'on rit, où l'on se reconnaît. Une curiosité nouvelle traverse la société. Des savants observent les astres, mesurent la pression de l'air, suivent la course de l'eau dans des tubes de verre. On prend des notes, on compare les expériences, on publie des comptes rendus clairs. La méthode compte autant que la découverte. D'écrire, vérifier, recommencer. Cette rigueur douce s'accorde au caractère du pays, fait de patience et de mesure. Elle inspire aussi des métiers. Meilleurs instruments, horloges plus fiables, cartes plus précises pour les navigateurs. Les cafés deviennent des carrefours d'idées. Pour une tasse fumante, on lit des feuilles d'annonces, on commande des nouvelles venues des ports, on écoute un voyageur raconter un estuaire lointain. Les tables accueillent négociants, écrivains, étudiants en droit. On y apprend un art discret, écouter sans couper, poser des questions, chercher la nuance. Ces lieux, éclairés d'une lumière pâle qui tombe par la fenêtre, tissent donc des réseaux invisibles. Ils relient la rive d'un fleuve à un comptoir d'atelier, un bureau de notaire à un banc de laboratoire. Dans les campagnes, on améliore l'agriculture. Des journaux simples expliquent comment drainer un champ, greffer un arbre, sélectionner des semences. Les fermes testent des rotations plus efficaces, installent des haies et coupe-vents, réparent les canaux d'irrigation. Les marchés gagnent en régularité. On sait quel jour trouver tel produit, à quel prix raisonnable. La prospérité reste modeste, mais elle respire mieux, comme une marée qui rentre sans heurts. La mer, toujours, garde une place centrale. Les navires partent avec des instruments améliorés, reviennent avec des denrées nouvelles et des cartes rectifiées. Les phares s'alignent le long des côtes, la signalisation des ports se précise. Cette attention aux détails fait école. Dans l'administration aussi, on aime les registres propres, les comptes exacts, les règles rédigées avec soin. Au crépuscule, la ville se tait doucement. Des fenêtres laissent voir des silhouettes penchées sur des livres, des ateliers où l'on éteint un à un les braseros. Une époque d'ordre et de curiosité s'installe, où la science, le commerce et la conversation avancent au même pas. Une transition politique, brève mais décisive, fixe des principes appelés à durer. On affirme que la loi écrite prime sur l'arbitraire, que l'Assemblée doit consentir à l'impôt, que certaines libertés sont garanties. Les textes, rédigés avec clarté, deviennent des garde-fous. Ils ne bouleversent pas la vie quotidienne du jour au lendemain, mais ils donnent un cadre dans lequel chacun peut respirer. Les juges s'y réfèrent, les ministres s'y conforment, les citoyens s'y finent. Dans les villes, les cafés et les clubs lisent ces nouvelles règles à voix haute. On y voit une victoire de la mesure. Plus de stabilité pour les affaires, plus de prévisibilité pour les impôts, plus de dignité pour la conscience. Les imprimeurs tirent des éditions commentées, les libraires dressent des piles nettes sur leurs comptoirs. Les cloches des églises et des hôtels de ville marquent cet air d'équilibre. Elles sonnent moins pour alerter que pour rassembler. Sur les quais, on se salue avec un peu plus d'assurance, comme si la pierre des quais elle-même semblait plus solide. Les campagnes profitent de cette paix réglée.
Les baux se signent pour des durées claires, les droits d'usage sont rappelés, les haies sont respectées. On plante, on greffe, on enregistre des naissances dans des registres bien tenus. Les foires sont mieux encadrées par des chartes locales. La fraude recule quand les poids sont vérifiés à date fixe. Ce sont des gestes simples, mais ils tissent une confiance qui vaut un trésor. On peut prévoir, transmettre, investir un peu de son temps et de son épargne sans craindre une décision brusque. Sur mer, la flotte adopte une organisation plus rigoureuse. Les convois sont planifiés, les chantiers renforcent leurs capacités, les assurances maritimes se développent dans des bureaux lumineux où l'on trace des cartes. La maîtrise du risque devient un art pratique, on calcule, on mutualise, on répare vite. Ces habitudes, nées de la navigation, contaminent d'autres secteurs. Finances plus prudentes, administration plus lisible, police urbaine plus régulière. La ville respire mieux quand les règles sont stables et connues. Cette révolution sans fracas majeur, portée par des textes et des consentements, installe une mémoire durable. Pour tenir, un pays doit écrire ce qu'il est et s'y tenir. Les générations futures hériteront de cette idée. Un équilibre de pouvoir vaut comme une digue bien conçue, laissant passer l'eau sans emporter la rive. Le soir, la lumière glisse sur les pierres des ponts, et l'on entend le pas tranquille des passants. La liberté ne s'exhibe pas, elle se pratique. Elle se reconnaît à ces 1000 gestes calmes par lesquels chacun organise sa vie, confiant que la règle sera la même demain. Le siècle s'ouvre avec une confiance nouvelle dans les échanges. Les ports sont des ruches lentes où la marée règle tout. Des entrepôts rangent sucre, tabac, bois et épices. Des navires partent avec du drap, du métal ouvré, des outils simples. Ils reviennent avec des denrées qui changent la table et les habitudes. Boissons chaudes, fruits confits, graines rares. Dans les bureaux, on tient des livres clairs, colonnes de chiffres, polices d'assurance, noms de partenaires. La ville respire au rythme de la cale et de la cloche. À la campagne, des fermiers curieux testent de nouvelles rotations. On draine mieux les sols, on plante des navets pour nourrir le bétail, on sélectionne des semences. Des haies ordonnées protègent les cultures du vent, des fossés guident l'eau vers les ruisseaux. Les journaux agricoles expliquent même des gestes précis. On lit à voix haute dans les tables, on essaie, on compare la récolte de l'an passé. Les foires au bétail prennent de l'ampleur. On juge le poids d'un mouton à l'œil, la finesse d'une toison entre les doigts. Cette amélioration douce augmente la sécurité des réserves d'hiver. Dans les ports, l'organisation se raffine. On planifie des convois, on calcule les risques, on partage les pertes par contrat. Des maisons de commerce tiennent des correspondances serrées avec d'autres rives. Des cartes nautiques s'améliorent, des phares ajoutent par exemple des éclats lisibles. On se méfie des tempêtes, on respecte la saison, on garde du chanvre sec pour les cordages. La discipline de la mer glisse dans la finance. On règle les échéances, on accepte la modestie d'un intérêt régulier plutôt que l'éclat d'un pari. Cette prudence paye la solidité des quartiers de négociants. La vie sociale change aussi. Les salons et les clubs de lecture accueillent des voyageurs, des capitaines, des savants. On écoute sans hausser la voix, on passe une carte, on montre une graine, on raconte un quai. Les cafés offrent un lieu simple pour lire des nouvelles et déposer des annonces. Dans les villes, des hôpitaux et des écoles se structurent mieux, grâce à des dons et à une gestion plus propre. On s'habitue à l'idée que la communauté peut financer des biens utiles à tous. Ponts, éclairage, fontaines. La pierre garde ses efforts sous la forme d'inscriptions discrètes. Derrière cette façade ordonnée, des questions morales s'invitent. Les routes mondiales amènent richesse et aussi des souffrances ailleurs. Des voix demandent des comptes et appellent à changer de pratique. On publie des témoignages, on discute dans les églises et les assemblées. Cette prise de conscience naît lentement, mais avec fermeté. Elle montre que la prospérité doit s'accompagner d'un regard sur la dignité humaine. En fin de journée, au bord d'un bassin portuaire, l'eau est lisse. Des silhouettes passent, et l'on sent que le pays se prépare à une autre transformation faite de machines de vapeur et d'horaires précis
qui modifiera le bruit des villes et la couleur du ciel. Peu à peu, un nouveau souffle traverse les ateliers. Des inventions simples, puis des machines plus complexes viennent épauler le geste de la main. La vapeur offre une force régulière, le charbon, un feu constant. Dans les vallées, des roues de douche deviennent des pistons, des marteaux sont soulevés par l'air comprimé, des métiers tissent plus vite qu'un atelier entier. Les rivières servent de route pour le minerai et le coke, les canaux prolongent les eaux naturelles et relient des bassins autrefois isolés. La cadence change, mais on cherche à la rendre prévisible et sûre. Les villes s'étendent le long des lignes d'eau et des dépôts. Des quartiers ouvriers apparaissent avec des rues droites, des maisons en briques, des cours étroites. Les journées se règlent sur la sirène plutôt que sur la cloche. Aux heures de sortie, des fils calmes se déversent vers les ponts, les épiceries, les pubs sobres. Des associations de quartiers se craignent pour l'entraide. Caisses de secours, clubs de lecture, chorales. Des écoles du soir accueillent des jeunes qui veulent lire mieux, compter plus vite, comprendre la machine qui bat près d'eux. La ville devient une grande salle d'études partagée. Dans les mines, on descend prudemment. On cale les galeries, on ventile, on dresse des plans. Le charbon noircit les mains, mais réchauffe des milliers de foyers et fait tourner des centaines de moteurs. Des ingénieurs imaginent des pompes plus fiables, des rails de fonte pour tirer les wagonnets. On mesure avec soin, car une erreur peut coûter cher. La discipline et la coopération deviennent des vertus quotidiennes. On se fie au contremaître sérieux, à l'ouvrier soigneux, à l'horloger qui règle la cloche de l'atelier. Les canaux, puis des rails de fer, relient les régions. Les barges glissonnent avec un faible tirant d'eau, les locomotives bientôt fument au-dessus des ponts. Les marchés s'élargissent, car on peut livrer plus loin à prix stable. La nourriture de la campagne arrive en ville plus fraîche, les journaux voyagent vite, les familles peuvent envisager des visites à d'autres comtés. On invente des horaires imprimés, des billets raisonnés, des gares claires aux toits de verre. Les horloges publiques s'alignent, la minute prend de la valeur, le pays se met au diapason d'un temps partagé. Cette transformation porte des peines et des progrès. Les rues sont plus bruyantes, l'air plus sombre près des cheminées, la fatigue nouvelle. Mais des réformes suivent. Égouts, adduction d'eau, parcs publics pour respirer, règlements sur les heures. Des voix s'élèvent pour la sécurité et la dignité au travail. Elles obtiennent des règles qui, peu à peu, sauvent des vies et améliorent les foyers. Le soir, quand la vapeur se tait et que la pluie lave les pavés, on entend de nouveau la rivière sous les arches. La ville, malgré sa hâte, reste une communauté de pierres et de pas, tenue par des gestes simples, ouvrir une porte, partager un repas, éteindre une lampe. Le réseau de rails couvre désormais la carte comme une dentelle d'acier. Les trains relient ports, mines, usines et stations balnéaires. On part le matin et l'on revient le soir, ce qui change la semaine de nombreux métiers. Les gares deviennent pour pas des portes de verre et de fonte, avec des horloges qui rassemblent comme tout le monde sous la même minute. Des wagons-postes, triant le courrier en roulant. Il atteint les bourgs, isolés, avec une régularité nouvelle. Le pays, plus vaste en apparence, se sent plus proche à cause de cette cadence. Dans les villes, des réformes sociales passent de la discussion au chantier. On creuse de grands égouts, on installe des fontaines publiques, on élargit des rues sombres pour laisser entrer la lumière. Des inspecteurs visitent des écoles, des ateliers, des logements et proposent des améliorations concrètes. La mortalité baisse, l'espérance grandit avec les réseaux d'eau clairs et les soins mieux organisés. Les parcs deviennent de vrais poumons. Des familles s'y promènent le dimanche, les musiciens y jouent des airs simples, des lecteurs ouvrent des journaux sur des bancs. La lecture devient un plaisir commun. Les bibliothèques publiques s'ouvrent avec des salles lumineuses, des catalogues faciles, des étagères accessibles. On emprunte un roman, un manuel de géographie, un recueil de poèmes. Les journaux bon marché racontent les débats du Parlement, les résultats d'une foire agricole, les horaires d'un ferry. Les cercles de lecture commandent des voyages, des expériences, des découvertes. Cette diffusion des mots tisse une même conversation à travers le pays. Elle apprivoise la technique, explique la réforme, élargit l'horizon.
L'économie continue de s'outiller. Des ateliers se modernisent, des aciéries rugissent, des chantiers navals alignent des coques plus grandes. Mais on garde un goût pour l'ordre et la respectabilité. Vitrines propres, uniformes repassés, panneaux clairs. Des associations caritatives organisent des visites, des repas, des toits pour ceux qui glissent. On parle d'améliorer sans humilier, de soutenir sans enfermer. Des textes de loi fixent ce cap, étape après étape, avec une attention aux détails qui rassure les foyers. À la campagne, les rythmes s'adaptent aux rails. Lait, légumes et poissons arrivent à la ville au petit matin. Les marchés gagnent en variété, les prix se lissent, la diète change doucement. Les villages profitent de la poste, des catalogues de vente par correspondance, des visites plus fréquentes. Le soir, quand un train passe sur un viaduc, sa rumeur roule comme un tonnerre lointain, puis se tait. On entend alors la cloche d'une église, un pas sur un pont, un rire près d'un porche. L'époque, avec son ambition et sa discipline, a mis en place des cadres qui dureront. Le goût de la règle claire, l'amour du livre, l'idée que le confort public n'est pas un luxe, mais une base pour vivre mieux ensemble. Le tournant du siècle apporte une lumière neuve dans les villes. Les vitrines s'ornent d'arabesques, les stations de train reçoivent des plaques décorées, les maisons alignent des carreaux colorés. Dans les ateliers, des créateurs veulent unir beauté et utilité. Meubles simples, papier peint, aux motifs de feuilles et d'eau, typographie soignée. L'idée est claire. La vie quotidienne mérite de la douceur, même dans une rue animée. Les expositions attirent un public large. On s'y promène comme dans un jardin ordonné, en cherchant des objets bien faits pour la table, l'école, le bureau. Dans les usines, la cadence reste ferme, mais une nouvelle parole s'organise. Des syndicats se structurent avec des registres nets, des cotisations modestes, des assemblées régulières. On y apprend à parler sans crier, présenter une demande, voter une action, respecter un service minimum. La négociation devient un savoir partagé. Des accords écrits fixent des horaires, sécurisent des salaires, limitent certaines tâches dangereuses. Cette méthode calme la rue. Elle n'empêche pas la fatigue, mais elle installe des outils pour l'alléger, pas à pas. À l'école, les enfants écrivent plus droit, lisent plus couramment. Des instituteurs patients valorisent l'ordre simple. Cahiers propres, cartes claires, calculs posés. Les bibliothèques prennent des livres d'aventure et de sciences, et des clubs de lecture se forment dans les quartiers. On parle d'hygiène, de plein air, d'eau potable bien distribuée. Des parcs nouveaux ouvrent avec des sentiers, des bancs et des kiosques. La ville apprivoise sa propre vitesse. Elle apprend à respirer par ses places et ses squares, comme par de petites fenêtres de verdure. La vie artistique explore des formes nouvelles. Des pièces de théâtre s'essaient à des scènes du quotidien. On y voit un comptoir, une cuisine, une cour d'immeuble, et chacun se reconnaît. La musique se diffuse grâce à des salles accueillantes et à des fanfares de quartier. L'architecture aime la brique claire, le fer visible, la pierre propre. Des architectes dessinent des logements salubres, des bains publics, des écoles lumineuses. Tout cela ne supprime pas la pauvreté, mais le souci d'améliorer se voit partout, jusque dans la poignée d'une porte bien placée. Dans les foyers, l'électricité s'invite peu à peu. Une lampe au plafond change la soirée. On lit plus tard, on coude avec moins d'effort, on écoute un instrument dans une clarté douce. Des tramways filent sur des rails brillants, reliant les quartiers à la gare au marché. Les gens gagnent un peu de temps, qu'ils déposent dans une promenade, un livre, un cours du soir. L'espoir d'une vie plus digne n'est pas un grand slogan. C'est une somme de petites choses qui rendent la journée plus juste. En fin de siècle, une confiance prudente habite les rues. On pense que la technique bien réglée, la négociation loyale et la beauté simple peuvent tenir ensemble. Les journaux racontent des progrès modestes, des prix de littérature, des inaugurations de ponts. Le soir, on voit l'éclat des ampoules se refléter sur l'eau des canaux. La ville, attentive à ses habitants, semble promettre une suite paisible. Sous cette pellicule de paix, pourtant, la carte du monde bouge. Les ports bruissements d'informations, et l'air se charge de questions plus vastes.
On ne le sait pas encore, mais les années à venir demanderont du courage calme, de la mémoire et le meilleur de ces institutions patientes. Quand le ton change en Europe, l'Angleterre ajuste sa vie entière. Les gares s'animent d'allées et retours, l'administration imprime des formulaires, des affiches organisent l'effort. Les familles se réorganisent avec sérieux. On tient des carnets d'achat, on plante des jardins potagers dans les arrière-cours, on garde la chaleur des maisons avec soin. Des usines adaptent leurs lignes, des ateliers fabriquent des pièces de précision, des femmes prennent des postes autrefois fermés. Le pays apprend à compter chaque ressource, chaque heure, chaque trajet. Dans les villes, le soir, la lumière se fait discrète. On respecte des consignes simples, on partage les nouvelles à voix basse. Les trains continuent de relier les lieux essentiels. Les horaires restent serrés, car l'horloge ne peut pas faiblir. Dans les ports, on veille au convoi, on entretient les digues, on répare vite. Les écoles maintiennent un rythme. Les enfants lisent, écrivent, apprennent la géographie sur une carte où beaucoup de noms prennent un poids nouveau. Les églises offrent des moments de recueillement et de réconfort, avec des bancs remplis d'une attention silencieuse. Le foyer devient le centre d'une logistique calme. On cuisine avec peu, on échange des recettes, on prépare des conserves. Les voisins s'entraident, on prête un outil, on garde un enfant, on partage une heure de repos. Les syndicats et les entreprises s'accordent sur des cadences raisonnables pour tenir dans la durée. Le pays s'appuie sur ce qu'il a construit depuis longtemps. Des administrations capables de noter, de livrer, d'ajuster. Des associations qui savent distribuer, soigner, écouter. La force vient de ces tissages invisibles entre paroisses, mairies, écoles, ateliers. La souffrance existe, mais nous la nommons avec pudeur. Des familles attendent des nouvelles, des lettres arrivent, parfois brèves, parfois manquantes. Des lieux de soins s'organisent avec une précision tendre. On lave, on réchauffe, on rééduque. Les cloches sonnent souvent pour rassembler et soutenir. Les journaux publient des listes sobres, des messages d'amitié, des appels discrets. La compassion n'est pas bruyante. Elle tient dans un bol de soupe, une chaise tirée près du feu, une présence. Quand vient la fin des combats, un autre travail commence. Se souvenir, réparer, reprendre un pas normal. Des monuments de pierre s'élèvent sur les places et au bord des routes. On y lit des noms, alignés comme des vagues. Les cérémonies annuelles fixent une heure de silence, une fleur, un regard baissé. La mémoire prend une forme collective, sans excès, mais ferme. Elle n'oublie pas la valeur de la dignité, du soin, de la mesure. Au retour de la paix, on rouvre les fenêtres, on repeint les bancs, on refait les jardins. Les trains reprennent un trafic ordinaire, les marchés se remplissent doucement. Des projets naissent pour mieux loger, mieux soigner, mieux éduquer. La société garde du temps de guerre l'idée que l'organisation calme, l'écoute et la clarté des règles peuvent protéger beaucoup. Le soir, au bord d'un canal, l'eau reflète une lanterne. On avance vers les années suivantes, consciente de la fragilité des choses et du prix de la solidarité. La paix retrouvée apporte une envie de respirer et d'inventer. Dans les foyers, un meuble nouveau s'impose, un poste de radio. On l'allume avec respect, on écoute des voix venues de loin, des concerts, des lectures. La radio relie les campagnes aux villes, la mer à l'intérieur des terres, et installe un rendez-vous commun, l'heure des informations, l'heure d'un feuilleton. Elle donne une langue partagée, un rythme, une façon d'entendre ensemble. Les routes s'améliorent et s'allongent. On bitume, on élargit, on dessine des virages plus sûrs. Des bus relient les bourgs aux gares, des autocars emportent des excursionnistes vers la mer. Les vacances modestes se popularisent. On loue des chambres simples, on marche sur des digues, on goûte un thé face à l'eau. Les villes aménagent des parcs et des piscines, des stades et des salles des fêtes. La santé publique gagne en structure. Des dispensaires s'installent avec des horaires lisibles, des carnets de suivi, des conseils clairs. L'économie hésite parfois, mais la vie quotidienne continue d'évoluer. On modernise des ateliers avec des moteurs plus fiables, on organise des chaînes plus propres, on apprend la maintenance régulière. Les commerces soignent leur présentation.
L'étal devient une petite scène de couleurs, de poids juste, d'étiquettes lisibles. Les écoles prolongent la scolarité et renforcent les bases. Lecture fluide, calcul sûr, histoire simple. Des jeunes montent à la ville pour apprendre un métier, puis reviennent les dimanches avec un sac d'outils et des histoires neuves. La culture de loisirs occupe une place plus grande. Les cinémas ouvrent des salles obscures où l'on s'assoit en silence devant des images qui bougent comme des rêves. On en sort avec des chansons, des gestes, des idées d'habillement. Les bibliothèques prêtent des livres plus variés, de la poésie à la technique. Les clubs sportifs rassemblent des voisins en fin de journée. On court, on nage, on pédale, puis on rentre, le visage vif, la respiration large. Cette attention au corps et à l'esprit crée un bien-être discret. Dans la politique locale, on poursuit les réformes démarrées plus tôt. On trace des lotissements aérés, on installe des cuisines communes dans certains ensembles, on plante des arbres le long des avenues nouvelles. Les municipalités apprennent à planifier, avec des cartes, des budgets, des calendriers clairs. Les syndicats consolident des protections, et les entreprises modernes testent des cantines, des bibliothèques d'usines, des clubs de musique. La coopération quotidienne devient une manière d'être. On règle ensemble l'éclairage d'une rue, l'horaire d'un bus, l'entretien d'un bain municipal. La décennie n'est pas sans obstacles, mais elle met en place des outils solides. Radio, routes, équipements collectifs, règles sociales plus nettes. Ils n'effacent pas les inégalités, mais ils donnent des prises pour mieux tenir lorsqu'un vent plus dur se lève. À la tombée du soir, la radio diffuse un chœur, la circulation se calme, une pluie légère lave les trottoirs. La ville et la campagne écoutent la même mélodie et s'endorment avec l'idée qu'un pays peut se fortifier en améliorant patiemment ses ponts, ses voies et ses chemins. Au bord de la mer, les quais bruissent d'un effort réglé. Des convois quittent les ports, d'autres arrivent avec des caisses, du grain, des pièces de machines. Les gares affichent des horaires serrés, les quais sont remplis de valises et de manteaux. Dans les villes, la nuit, les fenêtres se couvrent, la lumière devient discrète. Des abris accueillent des familles entières, avec des bancs de bois et des thermos de thé. Les cloches servent parfois à prévenir, parfois à consoler. On apprend à s'orienter dans l'obscurité, à écouter le silence entre deux annonces, à tenir bon sans éclat. Le foyer devient une petite caserne de prudence. On tient des coupons pour les denrées, on range des bocaux, on cuisine avec méthode. Les jardins se transforment en potager. Les enfants arrachent des herbes, plantent des rangs droits, pèsent fièrement la première récolte. Des voisins partagent des recettes, des outils, des tours de garde. À l'usine, des équipes mixtes fabriquent des pièces de précision, des moteurs, des éléments qui rejoignent un ensemble plus grand. La régularité compte plus que la vitesse. Un contrôle après l'autre, une vis après l'autre, une caisse bien cerclée après l'autre. Dans certains lieux, des équipes discrètes percent des messages, testent des machines de chiffrement, notent des schémas. On ne fait pas de bruit, on suit la logique, on rature, on recommence, jusqu'à ce que la ligne s'éclaire. Sur mer, des escorteurs accompagnent les cargos. La météo est l'allié du navigateur patient. On salue d'un signe bref, puis les silhouettes disparaissent dans la brume. Les rails, les routes, les ateliers composent une chaîne sans gloire bruyante, mais solide. Elle relie un sandwich préparé à l'aube à un départ au crépuscule, un bulletin de météo à une décision sur un quai. À la maison, l'attente marque les jours. Des lettres arrivent, pliées serrées, parfois tachées par la pluie. On les lit en gardant les mots comme des braises. Les écoles, quand elles le peuvent, maintiennent un rythme. Lire, écrire, compter réconforte. Les églises ouvrent leurs portes pour un moment de silence. On allume une bougie, on pense à ceux qui voyagent loin, on remercie ceux qui veillent. Les pertes existent, nous les évoquons avec pudeur. Les rues gardent la trace de ces heures sous la forme de murs réparés, de plaques simples, de mémoriaux où l'on dépose des fleurs claires. Quand la paix revient, une autre tâche commence. Réparer, loger, soigner. Des plans d'urbanisme dessinent pour bas des quartiers aérés, des écoles neuves, des lignes de bus, des dispensaires. Les chantiers montrent des maisons en série, avec de l'eau chaude, des fenêtres qui ferment bien,
des cuisines pratiques. Les rails reprennent un trafic civil, les ateliers réoutillent pour la vie ordinaire. Cette reprise n'est pas un éclat soudain, c'est une respiration régulière. Elle s'appuie sur les mêmes qualités que pendant l'épreuve. Mesure, entraide, précision. Peu à peu, le pays se redresse. On repeint, on replante des arbres, on rouvre des piscines, des bibliothèques, des salles de fête. Les marchés retrouvent leur variété. Les cafés réinstallent leurs tables au soleil timide. On parle d'un avenir plus sûr, avec des services accessibles et des protections pour les foyers fragiles. L'expérience a montré qu'un pays tient quand ses institutions répondent vite et clairement, quand les voisins se connaissent, quand les règles sont simples et acceptées. Le soir, une pluie légère lave la pierre. Les lampes des maisons dessinent une chaîne douce le long de la rive et le souffle de l'île retrouve un pas régulier. Au lendemain de la reconstruction, une idée forte s'installe. Chacun doit pouvoir voir un médecin, recevoir un soin, trouver un appui quand la chance manque. Un service national de santé, ouvert et financé par l'impôt, prend sa place dans la vie quotidienne. On s'inscrit chez un docteur de famille, on sait où aller pour des lunettes, des vaccins, des conseils simples. Dans les villes, des logements sociaux s'élèvent avec des cuisines claires, des salles de bain pratiques, des parcs en bas des immeubles. Les allocations aident à passer les périodes sans emploi. Les retraites assurent une fin de carrière plus sereine. La culture populaire donne un nouveau rythme. La musique sort des postes et des salles, fait danser des quartiers entiers. Les stades rassemblent, les clubs deviennent des aires de rencontre où l'on chante, rit et débat. À la télévision, des séries montrent des rues ordinaires, des pubs, des salons modestes, beaucoup s'y reconnaissent. La lecture continue, avec des poches bon marché et des bibliothèques très fréquentées. Une langue commune, vive et simple, circule entre écoles, ateliers et salons. Le pays change aussi par ses arrivées. Des familles venues d'îles et d'anciennes colonies s'installent dans les villes portuaires, puis au-delà. Elles apportent moins des recettes, des musiques, des métiers, des accents. Les rues s'enrichissent de zones de café, d'épiceries et de salons de coiffure aux enseignes nouvelles. Des enfants apprennent à l'école une histoire partagée, mais avec des racines variées. Ce mélange n'est pas toujours fluide. Il demande des efforts de part et d'autre, des lois contre la discrimination, des gestes d'accueil au quotidien. Mais, peu à peu, il apporte de l'élan et une créativité qui se voit dans la cuisine, la mode, le sport, la musique. L'économie évolue. Certains bassins d'usines et de mines ralentissent, tandis que les services grandissent. Banques, assurances, commerce, ingénierie, design. Des villes se réinventent en ouvrant des musées, des salles de concert, des campus. Des trains plus rapides relient mieux le nord et le sud, l'est et l'ouest. Des autoroutes que jamais traversent les plaines et des aéroports deviennent des portes sur le monde. La vie quotidienne gagne des commodités, machines à laver, réfrigérateurs, plus tard ordinateurs à la maison. On garde le goût des clubs, des associations, des pubs où l'on parle sans se presser. Sur le plan politique, des réformes ajustent le cadre. Des assemblées régionales obtiennent des compétences, des accords stabilisent une province longtemps tendue, en donnant la priorité à la parole, au vote, aux droits protégés. Le but reste le même, que chacun se sente sûr et entendu. Les écoles insistent sur une citoyenneté simple, respecter la file, recycler, écouter les autres, participer aux décisions locales. Ce sont des gestes modestes, mais puissants. À la fin du siècle, l'Angleterre se voit comme une île ouverte, fière de ses hôpitaux, de ses musiques, de ses stades, de ses librairies et de ses parcs. Elle sait que sa force tient à la combinaison de services publics solides, d'initiatives privées inventives et d'une société civile active. Le soir, une foule sort d'un match, une autre d'un concert, une troisième d'un musée. Les pas convergent vers la station et la ville exhale un souffle tiède. C'est un pays de vent, d'eau et de pierre qui a appris à accueillir et à réparer et qui prépare déjà une nouvelle étape. Les dernières décennies du XXe siècle amènent des changements rapides. Des usines ferment dans certains comtés et des bureaux ouvrent ailleurs. Le secteur financier prend de l'ampleur,
L'ingénierie se spécialise, la création culturelle attire le monde. On restaure des quais en friche pour y installer des musées, des théâtres, des cafés. Des friches deviennent des parcs, des entrepôts, des studios, des docks, des promenades au bord de l'eau. Des politiques régionales donnent plus de voix à des capitales locales. Des parlements nouveaux votent sur l'école, la santé, les transports selon les territoires. La technologie se glisse dans les foyers. Les ordinateurs personnels s'installent sur les bureaux, puis l'Internet relie les maisons aux bibliothèques et aux commerces. Des commerces en ligne livrent au pas de la porte. Des billets se réservent sur un écran. Des familles éloignées se voient à travers une caméra. Les villes se dotent de cartes sans contact, de panneaux lumineux, de vélos en libre service. On gagne du temps, on en perd parfois, mais l'habitude d'organiser sa journée avec un appareil dans la poche devient la norme. Dans ce cadre, l'Angleterre repense sa place dans l'Europe. Un vote national tranche. L'île choisit de quitter l'Union européenne. Les sentiments sont mêlés. Certains y voient une promesse de contrôle plus direct, d'autres redoutent la perte de liens utiles. Dans les ports et les aéroports, des files se réorganisent, des formulaires apparaissent, des règles changent pour les marchandises et pour les voyages. Les entreprises s'ajustent avec sérieux. Nouvelles chaînes d'approvisionnement, accords bilatéraux, étiquettes revues. Les administrations publient des guides. Les associations édicopent des fiches simples. Les médias expliquent le pas à pas. Au niveau local, la vie continue avec attention. Les écoles enseignent les langues et l'histoire avec des cartes à jour. Les universités gardent des liens internationaux, accueillent des étudiants venus de loin, envoient des chercheurs en visite. Les villes portuaires, habituées depuis longtemps au flux, adaptent leurs quais et leurs entrepôts. Les régions agricoles, elles, révisent donc des subventions et des normes, apprennent de nouveaux calendriers. Les familles s'habituent à des passeports contrôlés différemment, à des frais de portable, à des formulaires pour les animaux de compagnie. Ce sont des détails, mais ils modèlent comme les journées. L'identité du pays se discute avec calme dans des clubs, des cafés, des salles de bibliothèque. On parle d'ouverture et de limites, de commerce et de souveraineté, d'accueil et d'organisation. La culture, elle, continue de circuler. Chansons, livres, séries, voyages sur des ondes et des écrans qui ignorent les douanes. Les stades se remplissent, les musées exposent, les théâtres jouent. Des villes industrielles trouvent une seconde vie dans la création et la technologie. D'autres misent sur l'artisanat, le tourisme, l'enseignement supérieur. Ce tournant rappelle une leçon ancienne. Une île vit de ses ponts autant que de ses digues. Il faut des règles claires et des portes bien tenues, mais aussi des chemins ouverts pour les idées, les amitiés, les échanges. Le soir, au bord d'un estuaire, on voit passer un ferry, puis une péniche, puis un train sur un viaduc. Les lumières se reflètent sur l'eau et l'on comprend que, malgré les choix nouveaux, la continuité demeure. Travailler proprement, discuter posément, tenir ses promesses. C'est par ces gestes simples que la société avance, même quand la carte change. Au seuil du XXIe siècle, nous retrouvons l'Angleterre avec des ruelles familières et des écrans lumineux dans la paume de la main. Les gares ont des panneaux clairs, les bus glissent en file calme, les vélos tracent des lignes souples sur les ponts. Dans les maisons, la bibliothèque voisine avec un routeur discret. Les enfants lisent sur papier et sur écran, les parents paient un ticket en effleurant une carte. Les villes gardent leurs pierres, mais la lumière passe désormais à travers de larges baies et l'eau des quais renvoie le reflet de bâtiments neufs, posés sans brusquer l'horizon. Peu à peu, une attention douce se tourne vers ce qui dure. Les villages restaurent leurs halls, les églises replacent des ardoises, les musées ouvrent des salles claires où l'on explique la vie ordinaire d'hier. Un tablier, un billet de train, une affiche de théâtre. Les archives locales scannent des registres de paroisses pour que les noms ne se perdent pas. À la campagne, des sentiers balisés relient haies, murets et bosquets. On marche sur de l'herbe humide, on entend une cloche au loin, on traverse un pont de pierre qui tient depuis des siècles. Ce soin donné au passé n'est pas une nostalgie, c'est une manière d'apprendre à respirer. Dans la vie de tous les jours, la diversité est devenue une habitude simple.
Les marchés proposent quand même des pains plats, des épices, des fruits venus d'îles lointaines, des fromages de ferme d'à côté. Des voisinages mélangent accents, recettes, musique. Les écoles apprennent à raconter l'histoire du pays en la reliant à d'autres rives. Une carte du monde s'ouvre en grand, et l'on situe une grand-mère, un oncle, un ami. Les stades rassemblent des foules calmes. On chante, on marche en file, on rentre par la même passerelle de lumière. La politesse, la file d'attente, le merci simple restent des valeurs sûres. La technique, désormais, sert à organiser sans agiter. On réserve une table depuis un quai, on consulte l'horaire des marées, on signale un nid de poule sur une carte municipale. Les bibliothèques prêtent aussi des livres numériques, mais gardent des salles silencieuses où l'on tourne encore des pages. Des ateliers naissent dans d'anciens entrepôts. On y assemble des objets propres, on répare des vélos, on imprime des pièces. Le travail se fait parfois au café, près d'une fenêtre, où la pluie file en traits droits. Cette souplesse nouvelle s'accorde à l'esprit de l'île, s'adapter doucement, garder le cap. Les défis ne manquent pas, mais ils sont abordés avec méthode. On isole mieux les maisons, on plante des arbres le long des rivières, on surveille l'érosion des falaises blanches. Des conseils locaux fixent des plans clairs, pistes, éclairage, attention aux zones humides. Les trains plus silencieux relient des villes qu'on disait trop lointaines. On gagne des minutes, on en offre aux rencontres. Sur les côtes, des équipes entretiennent les digues. Elles savent écouter le vent, lire la houle, choisir l'heure d'intervention. La mer reste l'amie exigeante, mais l'on parle à voix basse avec elle, en respectant ses humeurs. Le soir, la culture garde sa place. Un théâtre de quartier propose une pièce sur la vie d'un port, une chorale répète dans une nef tiède, un club de lecture commente un roman près d'un radiateur. Les musées ouvrent tard une fois par semaine, et des silhouettes passent lentement devant des vitrines où l'on voit des monnaies, des cartes, des chaussures d'atelier. Dans un pub, on parle de jardinage, de météo, d'un train à prendre tôt demain. On paie, on salue, on sort sous une pluie fine. Les pas font un bruit léger sur la pierre. Ce siècle confirme une vieille leçon. La dignité vient de la clarté des règles, de la qualité des services partagés, des voisins qui se connaissent. L'Angleterre n'est pas un décor figé. C'est une conversation continue entre vent, eau et pierre, entre mémoire et projet. Sur une rive, la lumière d'un phare s'allume, puis s'éteint, puis revient, régulière, comme une phrase apaisante. Nous avons traversé des millénaires à pas feutrés, regardé naître des chemins, des lois, des marchés, des bibliothèques, des hôpitaux, des gares. Tout cela compose un pays qui tient par ses gestes simples. Alors, nous pouvons refermer doucement le livre. L'air est frais, la fenêtre embuée, la nuit bien posée. Au loin, une cloche sonne une heure ronde, l'eau passe sous un pont et la pierre garde le secret. Nous avons suivi un long fil, de la glace aux écrans, des pierres levées au phare. Il peut now se déposer en toi, comme une chaleur discrète. Respire à ton rythme, laisse la lumière se baisser encore, et dors. L'Angleterre, patiente, veille sur la rive.